J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, nous sommes en train de vivre les derniers soubresauts de la révolution industrielle. Et la caricature n'est pas bien jolie à voir, pas bien jolie à vivre. La bonne nouvelle, il y a un moyen d'éviter la vague, c'est-à-dire de surfer au-dessus et d'en profiter pour aller vers quelque chose de vraiment mieux, à condition de se mettre tout de suite au travail et de ne pas attendre en priant, en espérant que les planètes s'alignent. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Je vais commencer par un petit coup d'histoire, restez avec moi, vous allez voir, ça n'est pas uniquement parce que j'ai fait des classes prépa. Au tournant du 19e, la révolution industrielle a fait passer en quelques décennies notre monde d'un monde agraire à un monde urbain, d'un monde de fermiers et d'artisans spécialisés à un monde d'usines où étaient apparues les premières machines de production de masse. Malgré des mouvements de résistance réprimés dans des bains de sang atroces, les Luddites au Royaume-Uni ou bien les canuts à Lyon en France en ont payé le prix fort. L'augmentation considérable de la production est portée par une succession d'inventions techniques telles que des révolutions dans les transports, l'invention des machines à vapeur, des découvertes géniales dans la chimie, la diffusion de l'éclairage au gaz, du ciment, j'en passe et des meilleurs. À la fin du 19e, le taylorisme et le fordisme peaufinent un système où la productivité est atteinte en divisant le travail en une succession de tâches simplifiées et standardisées. Une division du travail pour des produits qui sont eux aussi standardisés et interchangeables. Cette rentabilité maximale permettait d'augmenter aussi un peu les salaires, suffisamment pour faire exploser la consommation et entretenir le système. Le XXe siècle marquait la victoire complète du système capitaliste. Tout le monde, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, avait accepté de devenir un rouage, un engrenage, dans des systèmes devenus de plus en plus complexes, raffinés, huilés, rentables. Nous avons accepté de faire des tâches au lieu d'avoir un métier. Nous avons renoncé à laisser une trace concrète dans le monde en échange d'un pouvoir d'achat qui ne cessait d'augmenter, de congés payés et d'une retraite bien méritée. Alors, bien sûr, certains râlaient, parlaient de quête de sens, s'engageaient pour de grandes causes, montaient leur boîte. Mais fondamentalement, le système reste inchangé. Des organisations de plus en plus vastes, peuplées de personnes entraînées depuis l'école à suivre les instructions, à rester dans la ligne et à faire leurs heures en échange de leur paye. Le problème, c'est qu'à force de nous transformer en machines, nous sommes devenus remplaçables par des machines. D'autant plus que ces machines n'ont pas cessé de progresser. Elles sont devenues beaucoup plus intelligentes, c'est-à-dire qu'elles sont devenues capables d'exécuter infiniment mieux, infiniment plus vite, ces tâches imbéciles que nous avons accepté de remplir. Avec les machines, aucun risque de dérapage comme Charlot dans les temps modernes ou bien Kerviel à la Société Générale. Mieux, ces machines du XXIe siècle sont capables d'apprendre seules, c'est-à-dire d'améliorer le système sans intervention humaine. Normal, c'est un système fait par et pour des machines. Et pourtant, le mur est en train de se rapprocher à grande vitesse. Évidemment, parce que la logique est implacable. Dans quelques années, on nous prédit que des dizaines, des centaines de métiers vont disparaître, que des millions de personnes vont être au chômage et qu'il serait temps d'inventer les métiers du futur. Face à ces perspectives, la résistance s'organise, on pérore sur les meilleurs moyens de limiter l'IA, ou au contraire, on pérore sur les meilleurs moyens d'en tirer un profit maximal. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de rester au niveau des outils et enfin se poser la question du système ? Vouloir contrôler et réguler l'IA, ça me fait irrésistiblement penser aux majors de la musique qui tentaient de bloquer le développement de la musique en ligne pour continuer à vendre des CD. Je m'en souviens très bien, j'étais journaliste, je les ai vus se faire fracasser la tronche au lieu d'accompagner le mouvement. De l'autre côté, vouloir utiliser l'IA, apprendre à s'en servir dans la finance, dans le graphisme, la vidéo, la bureautique, le recrutement, le marketing, bref, dans toutes nos tâches, c'est apparemment plus sain, plus moderne. Ça permet de rester un peu plus longtemps en avance de la vague. Mais ça ne change pas le problème fondamental. C'est le système tout entier qui est en vrac et qui est en train de foncer dans le mur. La promesse de base, c'était « baisse la tête,
fais ce qu'on te dit et profite. Cette promesse ne tient plus. Les retraites s'éloignent. La consommation comme les salaires s'aplatissent. La planète se dégrade et les ressources naturelles s'épuisent. On nous promet que le système de l'usine va une fois de plus réussir à se réinventer, va continuer à fonctionner. Mais de moins en moins de personnes y croient. Justement, parce que la technologie ne fait que pousser le système dans ses derniers retranchements. Et c'est tout le système de l'usine, de la machine qu'il faut repenser. Et pour cela, je ne crois pas du tout à des révolutions venues d'en haut, que ce soit les politiques ou de grands dirigeants. Moi, je crois aux révolutions venues d'en bas, venues des changements individuels. Ça fait plus de 20 ans que j'observe le monde du travail, que je rentre pendant plus ou moins longtemps dans des entreprises très différentes, dans des secteurs très différents, et que j'accompagne des milliers de personnes de tous les niveaux de responsabilité. Pendant toutes ces années, ce que j'ai constaté, c'est que le changement vient toujours d'initiatives personnelles. À un moment, quelqu'un décide de ne pas seulement faire ce qu'on lui a dit de faire. Cette personne décide de proposer autre chose, parce qu'il ou elle a eu une idée, a lu quelque chose, a entendu quelque chose dans une autre boîte, dans un salon, dans un documentaire, ou même peut-être dans un déjeuner de famille. Cette personne a ensuite le courage de vendre son idée, de se mettre au boulot, de faire quelque chose en plus de ce pour quoi elle est payée, sans espoir de gratification immédiate. Bah oui, depuis quand avoir une idée neuve et la mettre en pratique se traduirait par une augmentation de salaire immédiate ou une promotion? Quelle blague! Non, cette personne fait ce geste artistique parce qu'elle veut vraiment créer quelque chose. Elle veut laisser une trace. Elle ne veut plus seulement suivre, mais pour une fois, elle veut ouvrir la route. Dans un bouquin génial qui s'appelle The Practice, Seth Godin écrit que l'art, c'est la capacité de créer quelque chose de nouveau qui change quelqu'un. Les machines, toutes intelligentes qu'elles soient, n'ont pas cette capacité à faire du neuf qui change quelqu'un. Justement parce que leur job, c'est d'améliorer ce qui existe déjà, de le peaufiner, de le rendre sans erreur, lisse, fonctionnel, au top. Il y a quelque temps, j'avais fait une chronique que j'avais intitulée « ChatGPT et mon ami ». D'abord parce que je ne voyais pas l'intérêt de s'opposer à un outil, et aussi parce que je voulais montrer que ce qui nous différencierait toujours des machines, c'était 3 choses. La curiosité, l'originalité et l'émerveillement. 3 qualités qui sont fondamentalement artistiques. Alors bien sûr, c'est utile de savoir utiliser l'IA. Bien sûr, c'est important de savoir comment adapter les organisations à ces ruptures technologiques. Mais ça ne changera rien au fond. Ça permettra juste de survivre un peu plus longtemps dans un système qui est en train de crever. Enfin, parce que ce qui est en train de disparaître, c'est le modèle de l'usine. Des usines peuplées de salariés interchangeables, remplaçables, suivant les instructions, payés le juste minimum pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Et ce qui est en train d'émerger, c'est pour moi un modèle de l'atelier, peuplé de créateurs, originaux, leaders, curieux, émerveillés et indispensables. Bien sûr, ils sont eux aussi irremplaçables, mais ça coûtera beaucoup plus cher parce que ça signifie aussi perdre des capacités personnelles, émotionnelles, relationnelles, imaginatives, des capacités uniques. J'avais pas bien compris pourquoi le bouquin sur la culture Netflix m'avait autant excité. Ce bouquin est remarquable. No Rules, Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Tous les DRH devraient lire ce livre parce qu'il montre l'obsession de cette entreprise à recruter les meilleurs, les plus créatifs, quoi qu'il en coûte. Et ensuite, à les laisser faire, créer, inventer, prendre des risques. C'est pour moi le livre qui rend le plus concret cette nouvelle culture, qui dépasse, qui explose, qui laisse la révolution industrielle définitivement dans le passé. Dans un autre livre, The Linchpin, Seth Godin nous appelle à nous secouer un bon coup et à retrouver notre part de génie, celle que nous avons accepté d'écraser en échange d'une apparente stabilité. Oublier la stabilité, c'est démodé, out, fini, oublié. Oublier l'organisation, la structure stable dans laquelle on pouvait suivre des routes toutes tracées, avec parfois une passerelle vers une autre organisation tout aussi processée. Si vous restez dans ce modèle, alors vous resterez misérable. Vous continuerez à vous interdire la joie de la découverte, de la croissance et de la
connexion avec votre créativité profonde, en échange de que dalle, parce que l'ancien système n'a justement plus rien à vous offrir en dédommagement. Ça ne sert à rien de râler, de protester ou de manifester. C'est une fantastique nouvelle, parce que tout est possible. Il est possible de créer son propre itinéraire et même sa propre carte. Et les entreprises qui sauront attirer ces nouveaux créateurs, qui sauront les retenir, qui sauront permettre leur développement, seront aussi les entreprises qui vont se développer et avoir une croissance explosive dans les années à venir. Les autres entreprises vont disparaître, j'en suis profondément convaincu. Et c'est vous, les DRH, qui avez la responsabilité de comprendre, d'anticiper, de piloter ce changement radical, en commençant par retrouver vous-même votre créativité, en devenant vous-même indispensable, exceptionnel. Dans les prochaines chroniques, je vous propose d'explorer les dimensions de cette révolution. Comment sortir vraiment, complètement, du système actuel exsangue au lieu de continuer à grappiller des miettes de productivité façon ancien monde. Quelles sont les qualités des personnes indispensables? Comment développer ces qualités? C'est quoi le travail émotionnel? Et comment vaincre les résistances qui forcément vont se manifester? Est-ce que c'est possible à l'intérieur des entreprises ou bien est-ce qu'il faut absolument créer sa boîte? Et toutes les questions que j'espère vous allez me poser. L'IA, ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas une révolution. C'est un sous-produit de la révolution industrielle. La vraie révolution qui est en cours, c'est celle de l'intelligence relationnelle, de la créativité, du travail émotionnel. Et c'est vous, les DRH, qui allez être au cœur de cette vraie révolution. À la semaine prochaine.